Nous parlons d'un problème de proximité également. Les banques ne peuvent pas se démultiplier comme le font par exemple voilà, on ne peut pas démultiplier leurs guichets. Elles sont astreintes à des mesures de sécurisation des dépôts, etc., qui sont un peu importantes. Alors que dans le cadre d'un point de service mobile money, c'est d'abord un commerçant qui a reçu qui a signé un contrat de délégation de service auprès d'un émetteur, par exemple, et qui sert de point de cash ou de point d'achat de monnaie électronique. Donc, c'est facile pour n'importe qui. Et ce qui est bon, ce qui est bien, c'est en attendant d'avoir la capacité d'accéder et d'utiliser les services bancaires classiques, on peut commencer par là. Sans avoir un compte bancaire, j'ai un compte de monnaie électronique que je gère. Je connais mon solde, je le consulte. Je fais des transferts d'un compte de monnaie électronique dans un autre compte de monnaie électronique de quelqu'un. Je paye. Je vais vous dire quelque chose. Avant, qu'est-ce qui se fait lorsque vous amenez votre voiture chez le mécanicien? Pour vous dire ce que l'inclusion financière peut faire, de pratique dans nos vies. Il vous dit, patron, la voiture là, il y a telle pièce qui est foutue complètement, hein, je dois changer le filtre à essence. Et bon, le vendeur, il est là à côté, il a dit que c'est tel montant. Tu es au bureau, en pleine réunion. Tu reçois le SMS de ton mécanicien. C'est simple, tu lui dis, attends, je t'envoie l'argent. Tu lui envoies tout de suite l'argent dans son... Et il te répare ton véhicule. Tu n'es pas obligé d'aller lui porter l'argent, ni d'envoyer quelqu'un là-bas. La rapidité et la fluidité fait que ce mécanicien, il a ça dans son compte de monnaie électronique. Il peut payer les vendeurs là en monnaie électronique également. Donc le cash et les refus de vieux billets là, tout ça s'estompe. C'est ce que nous espérons dans le système. Que tout se fasse de façon traçable. Parce que l'argent que je tire de ma poche, je donne au mécanicien, personne n'a retracé ça. Ouais. Vous savez, lorsque dans un système, tous les flux peuvent être audités, il n'y a plus de micmac. Lorsque j'ai payé la transaction, on ne peut plus dire non, vous n'aviez pas payé. Je sors l'historique de mes transactions, je vais tout de suite chez mon opérateur, je lui dis sors-moi mon historique. Il me sort et je vois que j'ai bien envoyé tel montant de mon mobile dans tel compte. Et donc, il n'y a plus de protestation, il n'y a plus ça règle tellement de problèmes. Voilà ce que c'est que l'inclusion financière. Celui qui fait ça habituellement, ses affaires grossissent. Il est passé au cap où il veut monter, par exemple, mon mécanicien veut monter, par exemple, une vraie unité de mécanique auto, avec élévateur de véhicule, avec scanner et tout ça. Il a besoin de montants plus élevés que chez son SFD, que sa structure de microfinance. Là, s'il a bien projeté son affaire, parce que les banques ne sont pas des structures qui doivent rejeter. Le banquier, son travail se base sur la confiance. Si vous êtes un client, vous ouvrez un compte dans ces livres. Votre compte n'a aucun mouvement. Vous avez déposé 35 000. Les 35 000 sont là depuis un an. Vous ne faites rien. Et un beau matin, vous pointez, vous dites, banquier, je veux 500 000 francs de crédit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder ce que vous avez fait. Or, en tant que mécanicien, si vous virez tout le temps et vous ressortez votre compte a des mouvements. Il sait, le banquier calcule, il dit, celui-là, il a tout le temps de l'argent dans son compte. Ça bouge, ça vient, ça sort, ça vient, ça sort, ça vient. Il se dit, celui-là, il a une activité pérenne. D'accord. Monsieur le directeur, à quel moment au juste, dans l'espace UEMOA, la Banque centrale et les autres banques primaires peuvent aider les populations à accéder à l'inclusion financière? Mais les banques le font déjà en mettant des points de service un peu partout. Les banques font en mettant des points de service où on peut ouvrir un compte, faire des opérations basiques. Dans l'UEMOA, nous avons favorisé une réglementation sur les intermédiaires en opérations bancaires. En fait, l'intermédiaire en opération bancaire, c'est peut-être un supermarché, c'est peut-être un commerçant quelconque
qui demande cet agrément pour ouvrir un point de banque où il fait des opérations basiques de banque. Les opérations compliquées peuvent se faire dans une structure plus grande, mais les opérations basiques de banque peuvent se faire auprès de ces intermédiaires. La réglementation n'a pas encore bien porté. Nous avons quelques intermédiaires en opérations bancaires. Certains ont demandé des agréments, n'ont pas encore ouvert, mais ça va se faire. C'est autant de structures qui vont inclure de plus en plus la population. Alors, monsieur le directeur, deux questions avant de clore ce débat. La première question, que dire de ces citoyens-là, de ces personnes qui n'aiment pas justement déposer leurs sous à la banque, préfèrent garder leurs sous parce que justement, craignant que la banque leur défalque de l'argent, craignant avoir par exemple... De toutes les façons, si c'est un compte courant, hein, c'est presque tous les mois. Donc, ils gardent leurs sous. Oui, que dire à ces gens? Il faut les sensibiliser, il faut les informer, il faut leur dire ce qu'ils perdent potentiellement. Qu'est-ce qu'ils perdent? Quand tu gardes ton argent sur ton matelas, tu n'as aucune possibilité de crédit ailleurs. Ou bien ils mettent ça compléter. Sur le compte mobile. Ce n'est que ton épargne seule. Vous savez, avec l'épargne seule, on peut démarrer une activité, mais on ne peut pas pérenniser l'activité. Il faut du crédit. Le crédit est indispensable pour l'agrandissement de l'affaire. Absolument. Il faudra revoir alors le taux. Le taux, voilà une grande question, et nous parlons de taux. Le taux est également question de confiance. Vous savez ce que les banques couvrent, ce n'est pas seulement les frais de structure, mais l'a priori de défaut que les banques couvrent, le risque que le client là a. C'est pour cela que pour baisser ces risques, la Banque centrale a promu la création de bureaux d'information sur le crédit. Je vais vous dire, si on a une minute, bien sûr, ce que c'est que le bureau d'information sur le crédit. C'est une structure formidable. Et ça, il faut que les gens le comprennent et que les acteurs de l'écosystème également le comprennent et y adhèrent massivement. Le bureau d'information sur le crédit, c'est quoi? C'est une structure qui reçoit toutes les informations liées au crédit des banques, des CFD et également des autres grands facturiers. Nous allons bientôt approcher la SBE, Poste Télécom et tout ça. C'est des grands facturiers. Parce que c'est eux qui nous distribuent les factures tous les mois. C'est des grands facturiers. Ceux-là sont importants dans le système. Pourquoi? Nous parlions de celui qui n'est jamais allé en banque et qui veut un prêt auprès de sa banque. Quelqu'un qui n'est jamais allé en banque, mais qui est auprès d'un SFD et qui paye des factures d'eau, d'électricité tous les mois, même si c'est en prépayé. Mais il est tout le temps, il n'a jamais fait de prêt non payé chez son opérateur téléphonique. Ces historiques sont reportés. Il n'a pas un grand historique auprès de la banque, mais il a des historiques un peu partout, de bons payeurs. Lorsqu'il demande un prêt à une banque, la banque demande au bureau d'information sur le crédit un document qui est un rapport fait sur cette personne-là. Et le rapport dit, celui-là, il a tout le temps, il n'a jamais aucun impayé. Il a payé ses crédits à date. Le banquier a déjà un cran de confiance. C'est pourquoi dans l'espace du mois, il est fait obligation à toutes les banques, lors de la mise en place d'un nouveau crédit, de solliciter ce document. Et pour que ce document existe pour tous, nous devons tous aller auprès de notre banque et réclamer que nous remplissions, que nous donnions notre consentement pour que nos historiques soient dans la base. Personne ne va divulguer à d'autres personnes votre historique de crédit. C'est une manière de nous suivre aussi de très près pour ceux qui sont à la banque. Et de vous faciliter. De savoir ce qu'ils ont dans leur compte. Écoutez, votre chargé de compte, il sait bien ce qu'il y a dans votre compte. C'est intelligent. Mais il n'en parle pas lorsqu'il va faire une fête à la maison en disant, vous connaissez le journaliste Kweku là, il a des millions en compte. Hein. Il ne le dit pas, il n'a pas le droit de le dire. C'est confidentiel. C'est confidentiel. On ne le dit pas. Vous me demandez ce que tel a dans tel compte, je ne pourrai pas vous le dire parce que je n'en ai pas le droit. D'accord. Ouais. Donc, c'est confidentiel. C'est seul votre banquier, parce que vous êtes venu face à lui, et pour cette cause que votre banquier demande votre historique. Il ne peut même pas demander votre historique sans cause. Par exemple, des gens indélicats peuvent demander des historiques à tout va. Ouais. Il ne peut pas. Ouais. Donc, il demande l'historique, il a une confiance. Et
les banques ont obligation, les CFD bientôt auront obligation de demander l'historique de celui-là avant de faire un prêt. Dans ce cas, si vous voulez vous faire un prêt à 10%, ils vous le feraient à 9%. C'est une cause de baisse du coût du crédit. C'est pas totalement encore bas. On aura compris. On aura le temps de revenir sur ces questions plus tard. Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'est moi qui vous remercie de nous donner cette opportunité de vulgariser donc notre activité au cours de cette semaine de l'inclusion financière. Merci beaucoup. Martial, merci. Merci, Ricardo. Pourquoi Martial? Allez, on marque une courte pause et le temps de retrouver Maurice Tantan avec quelques-uns de vos commentaires. Juste après, on vous offrira du café. C'est ce que nous avons dans nos assiettes aujourd'hui avant de retrouver le sport. Allez, à tout de suite. Dans le cadre de la Semaine du numérique organisée par le ministère de l'économie numérique et de la communication, profitez avec l'ORTB du 22 novembre au 6 décembre 2018 de la quinzaine du numérique. Bénéficiez systématiquement de 15% de réduction sur toutes nos prestations et de 25% pour celles payées par l'application ORTB Mobile. Renseignements au 69 70 55 55. La quinzaine du numérique, c'est votre aubaine. Saisissez-la. Avec l'ORTB du 22 novembre au 6 décembre 2018 de la quinzaine du numérique. Bénéficiez systématiquement de 15% de réduction sur toutes nos prestations et de 25% pour celles payées par l'application ORTB Mobile. Renseignements au 69 70 55 55. La quinzaine du numérique, c'est votre aubaine. Saisissez-la. Voici l'opportunité pour vous de faire le choix des meubles de qualité supérieure fabriqués par le génie béninois. Participez à la foire du meuble 2018 d'ATC Industrie du Bois du 27 novembre au 13 décembre 2018 au Hall des Arts de Cotonou. Ne ratez pas cette aubaine. On est de retour. On est de retour, merci Serge. On est de retour sur ce plateau. Après donc le débat, la question aujourd'hui inscrite au forum de discussion, en quoi l'inclusion financière peut-elle, selon vous, impacter le développement socio-économique du Bénin? C'était la question du jour. Maurice Tantan, beaucoup de commentaires ou non? Très peu de commentaires. Jeudi, c'est toujours comme ça. On est Mercredi. Mercredi, oui. Jeudi, c'est beaucoup. J'ai 24 heures d'avance sur nous. Ah ouais. C'est bon, hein? Au moins je n'en ai pas de moins. C'est déjà mieux. C'est déjà bien mieux. Voilà. On a la tête dans l'avenir. Bien sûr. Très peu de commentaires, vous l'avez dit, Serge, sur la question du jour de ce matin, et on peut bien comprendre, c'était une question assez corsée que Ricardo nous a... C'était un peu trop élitiste. Voilà, c'était un peu trop élitiste. La prochaine fois, on ne va pas laisser Ricardo proposer la question du jour. Ah non, ça sont double là. C'est même très bon. Non, il ne fera. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Je vais commencer par donner lecture de quelques-uns des commentaires que nous avons reçus. Il faut dire qu'essentiellement, c'est sur Facebook que nous avons eu les rares commentaires de ce matin. J'avais Achadé qui nous dit « Plusieurs pays sont aujourd'hui dans une perspective de modernisation des systèmes et moyens de paiement, ceci dans l'objectif d'une inclusion financière, et cela doit passer par la mise en place par les banques de guichets automatiques, des applications web et mobiles, des opérateurs de téléphonie mobile qui sont aujourd'hui en forte expansion dans le monde et surtout
en Afrique francophone, sujet Gervais Atchadé. Eman Akaba nous écrit que l'inclusion financière doit être orientée dans les domaines de l'art plastique, l'artisanat, la cordonnerie, car ces secteurs sont oubliés selon lui dans l'éducation. Il dit l'État doit savoir que sans l'éducation, il n'y a pas de développement et sans l'argent, il n'y a pas d'éducation. Et donc, il faut beaucoup y mettre de l'argent pour recruter les enseignants en nombre suffisant et de qualité. C'est l'argent qui fait tout. Et Aléou Thibault nous dit les services bancaires représentent aujourd'hui des services indispensables pour être intégrés à la société. L'inclusion financière doit donc être le pendant de l'exclusion bancaire au Bénin. Les banques peuvent participer à l'éducation financière des clients, des clientèles fragilisées, comme c'est le cas des caisses d'épargne avec finance et pédagogie. Elles peuvent également proposer à leurs clients des produits et des services mieux adaptés à leurs ressources et à leurs besoins. Deux derniers commentaires. Stéphane Dessous a dit que l'inclusion financière peut contribuer au développement si les ressources collectées sont effectivement affectées au secteur d'activité à impacter. Et pour terminer, Abou Lania Aboudjo qui nous dit l'inclusion financière est l'offre de services financiers et bancaires de base à faible coût pour des consommateurs en difficulté. Et partant de cette définition, il dit je pense que c'est la base du développement d'une économie comme la nôtre. Nous constatons avec amertume que malgré la présence effective des systèmes de financement décentralisés, le crédit revient toujours cher aux opérateurs économiques et par conséquent très cher aux consommateurs que nous sommes. La problématique est le caractère informel de notre économie. Il conclut en disant que pour l'inclusion financière soit une réalité et profiter à notre économie, les banques doivent intégrer, voire s'adapter à notre système économique avec l'appui de l'État en facilitant la réorganisation des activités économiques informelles. Merci Maurice Tantan. Merci Serge. On vous retrouve demain donc, c'est ça? Bien sûr, demain. Allez, prenez soin de vous. Merci. À demain. Et on va retrouver maintenant Angela et Priska avec les deux. Nous allons parler aujourd'hui de café. Nista aussi. Vous aimez prendre du café peut-être tous les matins ou même dans l'après-midi. Est-ce qu'il faut en prendre suffisamment? Est-ce qu'il faut en prendre juste une petite quantité, 2 sachets ou 2 cuillères? On va poser la question à Angela Pédia. Angela. Bonjour. Je veux votre sourire. Bonjour voilà. Ricardo. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec les papiers? C'est pas les papiers. Ah, c'est autre chose. Il ne fallait pas lire ce message. Voilà. D'accord. Il ne fallait pas le lire. Pas mon badge non, c'est bon. C'est bon. Bon, d'accord. Je suis visiteur aujourd'hui. Oui, chacun fait son job. Oui, ils font leur job. Bon. Gardez votre badge la prochaine fois, n'oubliez pas. Vous savez ce qu'on dit? J'ai pas dit ça. Pourvu que ça dure. Sinon, ça reste toujours dans la voiture. Pourvu que ça dure. Voilà. Quoi ça? Bon. Bonjour Ricardo. Serge, bonjour. Angela. Ça va? Ça va. Du café aujourd'hui? Oui. Vous en voulez? Grand plaisir en tout cas de vous servir ce matin du café dans vos assiettes. Bruno, peut-être pour les autres, ils ont pris du café là-bas. Oui. C'est pas bien grave. Quand vous auriez fini, quand vous serez descendu, vous allez en prendre. Donc, je disais que c'est un grand plaisir de vous servir du café ce matin dans vos assiettes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes nombreux à aimer le café pour diverses raisons. Les uns pour l'arôme, les autres pour l'énergie qu'elle procure. Mais en réalité, faut-il consommer autant le café, 3 à 4 tasses par jour? C'est cette question-là que nous allons poser à notre nutritionniste diététiste, Priska Deou Bachabi, qui nous vient du CHU d'Abomey-Calavi. Bonjour, Madame Deou Bachabi. Bonjour, Angela. Ricardo, bonjour. 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 Bonjour, Priska. Quelle complicité. Pardon? Quelle complicité. Avec Ricardo. On n'a pas le choix. Tasse sans café. Oui, aujourd'hui, c'est une tasse sans café. Ouais. Vous pouvez le remarquer. C'est spécial. Bon, c'est souvent sans café. Parce qu'on l'a obtenu sans café. C'est
pas gentil. Il a C'est pas livré le gentil. secret. Il y a Non, du mais café c'est là-bas. pourtant ça. Non, il n'y a Oui, pas de c'est café vrai. là. Malheureusement, on n'a pas de Hein? café. Non, non, de, non, non. de toutes les façons, Personne ne nous offre du café. c'est un incitant Vous aussi. aimez quel C'est un café? incitant. Je l'ai cité, il y a Arabica, Robusta. Exactement. Qu'est-ce que vous aimez entre Nous les sommes deux? complices, on parle la même chose. Benisca. Benisca. On est au On Bénin ne là. fait pas la pub de ces genres de choses-là à la télévision. Voyez-vous, donc D'accord. c'est normal que vous n'en ayez pas. Si vous voulez du thé, vous en aurez demain. Bien sûr. D'accord, demain. C'est Demain, entendu. n'oubliez pas. On veut ça. D'accord. Alors, le café, on va commencer par parler de ses origines. D'où nous vient-il? En fait, le café, d'abord, c'est un fruit qui provient du caféier. Un arbuste environ 4 à 6 mètres de long. Ça provient de l'Éthiopie. L'histoire est un peu drôle. Vous savez, en Éthiopie, il y avait un monastère. Il y avait les moines qui élevaient les brebis. Donc, des fois, il les fait sortir pour aller brouter quelques herbes. Et le soir, ils reviennent au bercail. Mais c'est arrivé que ce soir-là, ces brebis-là étaient arrivés, ils gambadaient un peu partout dans la maison. On les renvoyait dans leur basse-cour, ils ne voulaient gambader. Jusqu'à la nuit, ils n'ont pas dormi. Mais ils avaient amené les petites feuilles de caféier à la maison. C'est de là qu'ils ont constaté. Le lendemain, la même chose, ils ont dit, pourquoi quand ils broutent ces herbes-là, et on voit qu'il s'agit de gambades qui n'arrivent pas à dormir. Et vous savez que les moines, ils prient beaucoup, eux-mêmes, ils sont partis chercher les feuilles pour faire infusion de cela pour pouvoir prier durant toute la nuit. Eux aussi, ils n'ont pas dormi. C'est là, pour prouver leur connaissance, ils sont partis cueillir les fruits du caféier, et c'est d'où on a le café. D'accord, c'est une belle histoire ça. C'est ça. Alors, peut-on parler des différentes variétés de café? Si oui, quelles sont-elles? En fait, on a 2 variétés. Je ne sais pas où Serge a trouvé Benisca. Sinon, il y a seulement Arabica et Robusta. Arabica. On est au Bénin. C'est le mélange des deux ou quoi? Arabe, ça fait un peu arabe. Bon, d'accord. Ok, Arabica, ça tenait en caféine n'est pas si élevé, c'est environ 0,8 à 1,5 caféine. Quand vous prenez une cuillerée de... Mais Robusta, comme le nom dit, c'est robuste, ça va jusqu'à 2,5 caféine. Donc, il faut voir la composition nutritionnelle. C'est riche en minéraux. C'est riche en traces de protéines. Non. Moi, je voudrais savoir la caféine, là, c'est quoi d'abord? La caféine, c'est une substance. D'abord, quand on met ça dans l'eau, c'est de la boisson. C'est une substance contenue qui regorge les minéraux. D'accord. Dans ce caféine-là, nous avons le potassium, le magnésium, le sélénium. Tous ces sélénium, minéraux, là, ça sert à quoi? ça stimule, la production de nouveaux cellules. Ça intervient un peu dans la lignée des zinc pour la production de protéines, pour le renforcement et la multiplication des cellules, de nouvelles cellules. Maintenant, en dehors de ça, nous avons les traces de protéines et traces de lipides. On a aussi de l'énergie. Vous allez constater, quand vous prenez du café, on dit ça stimule le système nerveux, ça stimule la digestion, ça améliore la concentration, on est beaucoup plus vigilant. C'est ça. Donc c'est bon quoi. Finalement, bon. Tout est bon dans le café. Tout est bon dans le café. Je vais attaquer la dose. Mais il nous faut 400 mg de caféine. Les cafés déjà industrialisés qu'on nous envoie, ce n'est pas uniquement la caféine. Il y a de l'amidon, les poudres d'amidon qui est mélangée. Et vous allez constater quand vous prenez la boîte des cafés, c'est sur l'étiquette, c'est écrit une cuillerée pour une tasse ou bien 2 cuillerées, ça dépend. Même je voulais parler de l'autre café là. Cappuccino ou bien... cappuccino, espresso, voilà. Ok. Même ça aussi? Si vous prenez la boîte d'espresso là, vous allez voir, il y a d'abord le principe actif, si c'est arabique. Espresso, ils vont mettre instantané et soluble. Si c'est robusta, ils vont vous dire c'est un espresso et puis soluble. Il y a des cafés qui ne sont pas directement instantanément solubles. Il y a d'autres. Donc ça dépend du consommateur.
Au Bénin, souvent, ce qu'on nous envoie, c'est souvent du café soluble, instantané, qu'on met directement dans de l'eau chaude. Ça se fait. Donc, il est vrai que le café est prouvé que le café, ça donne de la vigilance et qu'il est bon entre deux activités, de prendre ça pour quand vous travaillez un peu, se concentrer. Pour se concentrer. Donc, c'est prouvé et c'est bien. C'est bien. Quand vous voulez vous concentrer. Finalement, quand on prend, par exemple, 4 tasses de café par jour, est-ce que... normalement, ce qui est conseillé, c'est 3 doses. Quand on dit 3 doses, vous prenez... Quand je dis 400 mg, c'est environ un comprimé de paracétamol environ que vous écrasez. Maintenant, comme ils ajoutent l'amidon avec les trucs là, vous êtes allé à 4 doses, vous allez... Là, c'est souvent 500 mg. 500 mg, je suis en train de comparer. Quand vous écrasez un comprimé d'aspirine, vous voyez la quantité. C'est ça de la café. Maintenant, ils mélangent ça avec de l'amidon. C'est pour ça on mesure ça avec des cuillerées à café comme dose. Maintenant, si le producteur a dit il faut 2 cuillerées à café par jour et vous excédez, vous n'allez pas dormir. Vous serez irritable, agité, insomnie, avec des palpitations, donc, des surtout, douleurs. Ça veut dire que ce n'est pas bien de prendre ça le soir? Après 16 heures, c'est comme la vitamine C. Après 16 heures, on ne devait plus prendre du café, à moins que vous avez une veille nocturne à faire, ne pas dormir. Mais si vous prenez ça le lendemain, il faut récupérer votre sommeil. Ne continuez pas vos activités. C'est ça. Prennent du café, cette personne elle dort. Bon, ça dépend de son organisme. Il y en a organisme. qui ont les maux de tête aussi. Oui, il y en a qui ont les maux de tête, c'est vrai. Oui, si c'est que c'est déjà le overdose. Peut-être ils ne supportent pas la dose minime. Maintenant, attention, ceux qui sont sujets à de l'anémie, les femmes enceintes, les enfants, le café, comme tous les thés, empêche l'absorption du fer et de la vitamine B1, B2 qu'on sort. Donc, si vous êtes anémie ou bien vous êtes en train de prendre un produit contre l'anémie, vous ne devez pas prendre du café. Si vous êtes quelqu'un qui est tout le temps déprimé, nerveux, ne prenez pas aussi du café. Ouais, il faut l'interdire à certaines personnes. Les femmes enceintes. Je ne dirai pas. Je ne dirai pas. Vous avez un dernier mot? Ouais. Ou c'est bon? Mon dernier mot, il est vrai, au Bénin, on n'en consomme même pas comme en Europe. Ce n'est pas parce qu'on a dit ça concentre, surtout au campus, les étudiants, ils en aiment, mais ils ne maîtrisent pas la dose. Et c'est après, c'est des dépressions. On est sur l'étage, on commence par jeter les pieds et puis les cahiers. De grâce, là, les jeunes. Oui. Moi, c'est la cola qui arrive à me retenir en éveil. Quand nous étions au campus, au moment où les gens prenaient du café, bon, même quand moi je pense, il y a la caféine dans le cola. Ouais. Il y a aussi nos boissons énergisantes, là aussi, c'est du caféine. Ouais. Tu prends coca et tu ajoutes et café en plus, là, après le café. C'est toujours du café que vous prenez. Ça fait. C'est la même chose. Ça fait. Si, ça fait. Il ne faut pas. Allez. Bon. Non, je ferai pas. De toutes les façons, il y avait une très belle image là que je vais vous recommander. L'image avec les 2 croissants là, ça n'a qu'à revenir, on va voir ça. On peut, oui, on se donne à manger des yeux quand même. Voilà, vous aussi. C'est bon pour votre petit déjeuner. C'est ce qu'on vous offre. C'est ce qu'on vous offre, Prisca. Merci beaucoup, Angela. Merci, on se retrouve demain. Je reçois. Bien sûr, merci. C'est ce qu'on offre aussi à Hospice Metoli. Il va prendre un peu de café par ici. Café au Miro. Allez, on laisse ça tout de suite. Oui, les sports avec Hospice Metoli. Bonjour, Hospice. Bonjour, Ricardo. Bonjour, Serge. Bonjour, Hospice. Serge demandait si vous allez prendre café au Milo. Les deux. Oui. Ouais, c'est mieux. Ouais, bon, c'est vrai aussi. Allez, on démarre par juste à la sortie. D'accord. La sortie, d'accord. Donc c'est Serge qui assure. Oui, il n'y a pas de souci. Tranquille. Rien que ça.
On parlait d'inclusion financière. Allez, on y va. On y va. Allez, on parle de la course automobile avec le Britannique Hamilton qui gagne à Abu Dhabi. Lewis Hamilton, le Britannique déjà assuré d'être champion du monde, s'est imposé ce dimanche sur le circuit de Yas Marina. Lewis Hamilton au sommet. Déjà assuré d'être champion du monde de Formule 1 pour la 5e fois de sa carrière, le Britannique ne voulait pas rater l'occasion de s'offrir l'ultime Grand Prix de l'année. C'est chose faite ce dimanche à Abu Dhabi, où le pilote Mercedes devance Sébastien Vettel sur Ferrari et Max Verstappen sur Red Bull pour sa 11e victoire cette saison. A noter enfin que c'était la dernière fois que Fernando Alonso concourait en Formule 1. L'Espagnol ne se range pour autant pas totalement des voitures. Il s'élancera en mai prochain aux 500 miles d'Indianapolis. On en parlera plus tard. On parle de 500 millions de livres égyptiens, c'est de 24 millions d'euros. Wow. La sanction infligée par la Cour économique égyptienne à Issa Yatou et à son SG dans le cadre de l'octroi des droits, en tout cas la signature de contrat avec le groupe Lagardère pour les droits des coupes africaines sur 5 ans. Donc, la Cour égyptienne estime que ça n'a pas respecté tous les tests en matière de contrats économiques et consorts en Égypte, puisque la CAF siégeant en Égypte. Mais bon, selon beaucoup d'analystes, c'est une décision juste pour la forme. Issa Yatou et le Marocain ne paieront pas un copec. Bon, bref, on parle de la Croatie cette fois, la Croatie qui remporte la Coupe Davis, c'est cela, en battant la France. C'est exact, les tennismen croates ont vengé les footballeurs défaits en finale de la Coupe du monde de football par les Bleus ce week-end dans l'équivalent au tennis, la Coupe Davis. Les Croates ont pris une belle revanche en terre française à Lille, 3-1 sur la troupe du capitaine Yannick Noah. L'imposant saladier d'argent va quitter la France pour retourner en Croatie. Marin Cilic et ses coéquipiers ont gagné la Coupe Davis pour la 2e fois de leur histoire en battant les Bleus. Le 7e joueur mondial a donné le point décisif à son équipe, celui du 3-1, en dominant Lucas Pouille en 3 manches, 7-6, 6-3, 6-3. Yannick Noah, qui va céder son fauteuil de capitaine à Amélie Mauresmo, avait tenté un coup de poker en lançant le nordiste en lieu et place de Jérémy Chardy. Mais sous les yeux de leur présidente et sur la terre battue de Lille, les Croates n'ont laissé aucune chance à ceux qui étaient les tenants du titre pour la dernière édition de la Coupe Davis telle qu'on la connaît, puisqu'elle va changer de formule dès l'an prochain. Et puis, on parle toujours des Croates avec, après cette victoire, il y a eu le retour triomphal. Hein. Oui, le retour triomphal des champions croates, vous vous en doutez bien sûr, du côté de Zagreb. Des milliers de supporters réunis sur la grande place de Zagreb pour accueillir leurs champions. Au lendemain de leur victoire à Lille face à la France, les joueurs de l'équipe croate de Coupe Davis ont pu soulever le saladier d'argent devant leur public. Comme une revanche après la défaite en finale de la Coupe du monde de football face au tricolore. C'est la 2e fois que la Croatie remporte ce trophée mythique du tennis par équipe. Avec en héros cette année Marin Cilic, vainqueur de 2 matchs en simple à lui seul. La Croatie défendra son titre l'an prochain à Madrid dans une Coupe Davis au format totalement remodelé. Oui, la belle revanche des Croates, c'est vrai qu'ils auraient peut-être souhaité avoir la plus belle, la Coupe du monde de football, mais au tennis, la Coupe Davis, c'est pas mal. C'est vrai, la France a 10 dans son musée, dans son armoire. La Croatie, jeune nation, c'est le 2e trophée, mais il faut retenir une chose, à partir de l'année prochaine, on ne verra plus la Coupe Davis sous la forme actuelle. Ça va se passer genre comme... je vais dire une phase finale de Coupe du Monde, il y aura des pays qualifiés qui vont se retrouver dans un pays, ça va se jouer sur une durée bien précise, mais une chose, les grands sportifs, les grands tennismen ne sont pas d'accord pour cette formule de la Coupe Davis, puisqu'ils estiment que ça change tout simplement l'ambiance, mais
la vérité, c'est que la Fédération internationale de tennis a besoin d'argent pour des fédérations en griffe supposées être plus pauvres. Ouais, d'accord. Allez, ensuite, on va finir avec ce choc entre les deux clubs ennemis de l'Argentine. Oui, là à Copa Libertadores, l'équivalent de la Finlande de la Ligue des champions de l'Amérique du Sud. Cette finale de cette année, c'est le plus vieux classico du monde entre River Plate et Boca Juniors. 2-2 à l'aller. La manche retour a été tout simplement à l'origine d'une grande vague de violence. On va suivre les images. En Argentine, les supporters devront encore attendre plusieurs jours avant de savoir qui de Boca Juniors ou River Plate remportera la Coupe Libertadores. Déjà reporté samedi en raison du caillassage de bus des joueurs de Boca et de heurts entre supporters et forces de l'ordre, la rencontre prévue ce dimanche a finalement elle aussi été annulée. C'est la CONMEBOL, la Confédération sud-américaine de football, qui a tranché afin de préserver l'équité sportive entre les deux équipes rivales de Buenos Aires. Certains joueurs de Boca ont fait l'objet de rapports médicaux attestant qu'ils étaient toujours blessés. Selon certains médias sud-américains, la finale pourrait être reprogrammée au 8 décembre prochain. Impossible de dire pour l'heure si elle se déroulera bien en Argentine, l'article 18 de la CONMEBOL permettant de disputer les rencontres de la Coupe Libertadores à l'étranger. La décision de disputer ou non la finale sur terrain neutre devrait être annoncée ce mardi. Serge, quand vous imaginez que l'Argentine est candidate pour l'organisation d'une phase finale de Coupe du Monde et que football rime avec violence dans ce pays, en tout cas quand on dit un match Boca Juniors, River Plate, avant, pendant et après, il y a toujours un bain de sang, alors que le foot, c'est juste du spectacle. Et hier, d'ailleurs, on a vu du spectacle avec cette belle passe de Cristiano Ronaldo pour la réalisation de Mandzukic et la qualification de la Juve. Entre parenthèses, le Real aussi a finalement rejoint le FC Barcelone parmi les clubs qualifiés pour les huitièmes de finale. Lyon 2-2 face à City, c'est une grosse performance, même si jusque-là, Lyon n'est pas encore qualifié. Il faudra aller chercher la qualification en Ukraine. Absolument, absolument. Ouais. Quand vous parlez belle sortie de route. Hein. Quand vous parlez de ce match de la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo, c'était une passe extraordinaire. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre le match. Le premier joueur à remporter 100 matchs de Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo. C'est un record, un grand record. Énorme. Et Messi, comme record. ils en battent des records tous les jours. Oui, On se demande quand est-ce qu'on aura quelqu'un qui pourra battre autant de records que ces phénomènes. C'est désagréable. Vous êtes impartial. C'est pour ça que comme moi, n'est-ce pas? Allez, merci. Comme moi. Allez, à demain, Hospice. Merci beaucoup. On va maintenant faire la revue de la presse béninoise. C'est bien sûr William Aguia qui a lu pour nous les journaux. Oui, la revue de presse avec William Aguiar. William, bonjour. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Bonjour Bill. On parle de cette rencontre qui a eu lieu hier entre deux chefs d'État, entre le président de la République, Patrice Talon, et puis le président Faure Gnassingbé, un mini-sommet qui s'est penché donc sur la restructuration de la CEB. Oui, l'information est à la une de plusieurs quotidiens ce matin, l'événement précis qui a suivi de près la rencontre précise que Talon et Faure s'engagent à restructurer la CEB. L'album photo de la rencontre publiée par le journal à la page 9 renseigne de l'ambiance chaleureuse qui a prévalu lors de ce mini-sommet. S'agissant des grandes décisions issues de la rencontre, la presse du jour nous informe que les deux chefs d'État se sont engagés à éponger les dettes de la CEB à l'égard de ses fournisseurs d'énergie. Il a été également question du changement de l'objet social de la CEB à compter du 1er janvier 2019. Avec ces décisions, c'est simplement la politique énergétique du président Patrice Talon qui est validée et crée la nation des faits, qui conforte la vision du chef de l'État et crée l'autre vision pour le meilleur. Les présidents Patrice Talon et Faure Gnassingbé s'engagent pour l'autonomisation énergétique de la CEB. En effet, le journal précise que la CEB devient désormais gestionnaire de réseaux de transport d'énergie avec pour activité et connaissent la poursuite du barrage de Nagbeto, la poursuite de production donc au niveau du barrage de Nagbeto et des deux turbines à gaz installées dans les deux pays. Mais au-delà des questions énergétiques, le quotidien La Priorité
nous apprend qu'il a été également question de coopération douanière. Là-dessus, le journal précise qu'il a été prévu la mise en place d'un cadre de concertation pour lutter contre la fraude douanière à travers l'interconnexion informatique des deux douanes et la création de postes de contrôle avancés. Et puis, visite de chef d'État étranger au Bénin, le ministre Agwenossi annonce l'arrivée au Bénin de la présidente de l'Estonie. Oui, Kersti Kaldjulai sera au Bénin du 4 au 6 décembre prochain, nous apprend l'événement précis, une première dans l'histoire des relations bilatérales entre les deux pays, selon Aurélien Agwenossi, qui précise à mes confrères que cette visite s'inscrit dans le cadre de la dynamisation des relations de coopération entre le Bénin et l'Estonie, qui représente aujourd'hui un pôle par excellence de la gouvernance numérique en Europe. Une visite de réciprocité, poursuit-il, qui vient en réponse à l'invitation que le chef de l'État béninois a adressée en Estonie à son homologue lors de sa visite de travail le 16 décembre 2013. Direction l'Assemblée nationale pour finir. Plusieurs ministres et présidents d'institutions planchent toujours devant la commission budgétaire. Oui, 58 milliards pour donner l'eau aux Béninois en 2019. Écrit le Béninois libéré, le journal s'intéresse ainsi au budget du ministère de l'eau, le quotidien Fraternité. S'intéresse quant à lui au budget du ministère en charge des petites et moyennes entreprises. Un peu plus de 7 milliards sont prévus pour entrer dans la phase d'exécution des projets phares et des priorités donc, du PAG. Quant au ministère des Affaires sociales, le projet de budget 2019 s'élève à 6 milliards 173 millions 13 000 francs CFA. Les activités prévues sont régaliennes et tournent autour de l'amélioration des conditions de travail en charge et des charges salariales et autres. L'autre quotidien s'intéresse au budget de la Sénat et écrit que Emmanuel Tiando sollicite une augmentation de crédit de l'ordre de 464 millions, et ceci pour permettre la vulgarisation du code électoral et la réfection du siège de l'institution. Bill Aguiar, c'était vous. Merci beaucoup d'être venu. On vous retrouve lundi prochain. C'est ça. Il est tout heureux quand on est mercredi. Ah ouais. Vous savez quelque chose. Non, mais ça fait plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Hein. Je pense que nous aussi, nous avons terminé pour aujourd'hui. 5 sur 7 matin, c'était le numéro 552. Merci à toutes et à tous. C'est fini? Hein? Oui, c'est fini. Merci de votre Il n'y a pas de match Juve à annoncer par hasard? Non, non, le match de la Juve, c'était hier avec cette belle performance de CR7, Cristiano Ronaldo. Et puis Messi qui était très bon aussi ce week-end face à l'Atlético. Il a toujours été bon, ce n'est plus à démontrer là. Messi, c'est Messi, c'est un Messi. Voilà. Sacré. Allez. De toutes les façons, il y a un autre match avec les jeunes là qui gagnent beaucoup de millions. Là. Le gars du Paris ouais, voilà. Oui. C'est un match décisif ce soir. Je sais que vous allez le regarder face aussi. À Liverpool, oui. Ça, c'est un match à ne pas rater. Bon, on verra si Mbappé, si Neymar ou si Cavani pourront faire face à cette grosse équipe de Jürgen Klopp, notamment avec Mohamed Salah et Sadio Mané. Ça va être un gros match en tout cas. Bien sûr. Allez, nous, on vous retrouve demain pour un autre match amical et matinal. C'est bien sûr 5 sur 7 matin. Merci de votre fidélité à l'ORTB. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. À demain, 5 sur 7.